Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr. Wittmer, un médecin de famille complètement passionné par son travail. Ouais, il fait une pratique aussi qui est vraiment diversifiée. Il travaille en GMFU, il travaille aussi en milieu hospitalier, il est président de Choisir avec soin, il fait de l'enseignement, il a été aussi impliqué dans le renouveau du programme. Il nous a aussi parlé de à quel point c'était valorisant pour lui d'être médecin de famille. Il a aussi mentionné son hésitation au CARMS entre deux choix. Donc, si vous êtes dans le même bateau à hésiter entre deux choses, il nous a donné des trucs pour aider à choisir. Donc, c'est ça. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Mm-hmm. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour, Dr. Wittmer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, comme première question, est-ce que vous avez toujours su si vous vouliez aller en médecine? Ça fait quand même longtemps que je sais que je veux faire de la médecine. Moi, je viens pas d'une famille de médecins. Mais j'avais une tante, par contre, qui était médecin. Puis je me rappelle, quand j'étais petit, je la voyais faire. Je la voyais quand les enfants étaient malades à Noël, là, qu'elle avait son petit kit, puis elle regardait les oreilles des enfants. Puis je me disais, moi, je veux comme avoir ce savoir-là, puis savoir quand les gens sont malades, pourquoi ils sont malades. Fait que ça fait quand même depuis que je suis assez petit que je me dis, je veux faire de la médecine. Puis au secondaire, dans les cours de biologie, ça s'est un peu confirmé. Je me suis dit, ça m'intéresse vraiment tout ce qui est l'apprentissage de la biologie. Puis, ça fait quand même longtemps que je sais que je veux faire ça, je pense. OK. Puis, est-ce que vous êtes rentré directement après le cégep ou vous avez fait un bac avant? Oui, je suis rentré du cégep. Moi, j'ai fait mon cégep au Collège de Bois-de-Boulogne, puis après, directement pré-med à l'Université de Montréal. Puis j'ai fait toute ma scolarité à l'Université de Montréal, fait que mon cours MD, ma résidence, puis là, maintenant, j'enseigne à l'Université de Montréal, fait que un produit pur de l'Université de Montréal. Comment ça s'est dessiné, la médecine familiale, dans votre parcours? Spontanément, quand je suis rentré en médecine, c'est ce que je voulais faire. Moi, je m'étais dit, pour moi, c'était ça, être médecin. Pour moi, un médecin de famille, c'est comme un peu ça représentait c'est quoi un médecin. Pour moi, il fait un peu de tout et des connaissances très larges, générales, capable d'intégrer différents aspects. Peut-être aussi parce que c'est le contact que j'avais avec la médecine. Moi, je suis très chanceux, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas côtoyé des médecins spécialistes dans mon enfance. Fait que pour moi, la rencontre dans le bureau du médecin avec le papier de la table d'examen, tu sais, moi, c'était ça la médecine. Fait que ça m'a donné envie de faire ça. Je me souviens, dans mon entrevue d'admission en médecine, ils m'ont demandé quelle spécialité je me voyais faire. Puis je trouve ça tellement drôle. On nous demande où on se projette alors qu'on n'a même pas encore expérimenté ou touché à quoi que ce soit. On nous demande très tôt dans quoi tu veux te spécialiser. Je pense qu'on gagnerait tous à explorer un peu différentes perspectives. Puis c'est un des trucs qui me tient à cœur, le généralisme. Même quand on est hyper pointu dans un domaine, je pense qu'on gagne tous à développer des aptitudes généralistes en lien avec d'autres spécialités. On devient des meilleurs collègues, je pense, à développer et à valoriser cette expertise généraliste-là. Fait que j'encouragerais tout le monde, en tout cas, qui nous écoute, à se laisser la chance d'aller un peu plus loin puis d'explorer plein de choses avant de fixer son choix. Mm-hmm. En parlant de découvrir des choses, est-ce que pendant votre externat, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit « Ah, c'est peut-être pas la médecine familiale que je veux faire » ? En fait, à chaque stage. Ah ouais. Pour être honnête, en fait, à chaque stage, quand j'étais en médecine interne, je voulais être interniste. Je pense que l'exception, je m'excuse pour les chirurgiens qui nous écoutent, c'est le seul stage où je me suis dit, ça, c'est pas ça. C'est pas pour moi. Okay. Mais vraiment, en obstétrique, je me suis vu faire une résidence en obstétrique. Vraiment, j'ai aimé tout mon externat. Puis j'aimais la diversité de ce que je voyais. Puis de changer de milieu, puis réapprendre des nouvelles choses, les défis. Ça me stimulait énormément. Ça a toujours été un peu la médecine familiale, la trame de fond de mon externat en me disant c'est vers ça que je me dirige. Mais j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour la santé mentale puis le stage de psychiatrie. Moi, ça m'a fait douter de mon choix de spécialité, le stage de psy. Au point tel où j'ai appliqué au CARMS en psychiatrie en parallèle à la médecine de famille. Puis jusqu'à la dernière minute, quand tu fais ton CARMS, tu peux choisir qu'est-ce que tu vas ranker. Puis je me souviens, jusqu'à la dernière minute, j'ai changé un, l'autre. Puis
c'est quelques minutes avant, j'ai appelé une connaissance médecin de famille. Je dis là, je sais pas qu'est-ce que je fais. Puis elle m'a dit, René, c'est clair que tu vas faire de la médecine familiale. Elle dit, c'est ton destin. C'était quasiment spirituel. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai ranké la médecine de famille. Puis j'ai jamais regretté. Depuis que j'ai commencé à faire ça comme résident, puis maintenant ma pratique, j'approche le 10 ans de pratique. Je peux sincèrement dire que j'ai jamais regretté ce choix-là, puis que c'était la bonne décision. Je pense que c'était vraiment le bon move pour moi de faire ça. Ah, ben tant mieux. Ouais. Est-ce que vous en faites souvent comme de la psychiatrie en médecine familiale aussi? Oui, je pense que ça aide aussi à me dire que je continue à en faire dans ma pratique de médecin de famille parce que j'aime effectivement beaucoup la santé mentale. Puis ça fait partie de la pratique de tout médecin de famille, en tout cas, voit énormément de santé mentale. Donc, je pense qu'il faut être à l'aise avec différents champs d'expertise. Puis la santé mentale, c'est vraiment pas une exception. Là. C'est très, très commun. Les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles cognitifs. On voit énormément de santé mentale en première ligne. Ouais. Et les besoins sont criants aussi par rapport à la santé mentale. Oui. Actuellement, ça ressemble à quoi votre pratique? Vous travaillez à quel endroit? Ça, c'est comme la question la plus difficile à laquelle il faut que je réponde parce que je fais plein d'affaires. J'ai une pratique un peu éclatée. Mais en gros, si je résume les différentes facettes de ma pratique, je fais de la pratique générale de médecine de famille, donc de la prise en charge de patientèle au GMFU des Faubourgs, donc le groupe de médecine de famille universitaire des Faubourgs qui est dans Centre-Sud. On a des résidents, on a des externes à chaque période, donc c'est un milieu académique, mais on a tous mes collègues et moi, on fait notre prise en charge de patientèle à cet endroit-là. Fait qu'en travaillant en groupe, ça implique également de faire du sans rendez-vous, donc de couvrir pour tout ce qui est urgence mineure, des gardes la fin de semaine pour garder une certaine accessibilité pour notre patientèle. À l'intérieur de ça, comme médecin enseignant, j'ai souvent à superviser des résidents ou des externes dans des activités de bureau où ils suivent leur clientèle. De les superviser en contexte de sans rendez-vous, des cliniques d'enseignement. Dans les dernières années, j'ai fait des cliniques d'enseignement de l'appareil locomoteur. Fait que là, j'ai arrêté cette partie de ma pratique, mais pendant plusieurs années, j'ai enseigné tout ce qui était évaluation musculo-squelettique aux résidents en médecine de famille. Fait que bref, la clinique, c'est très varié ce que je fais. Puis à l'extérieur du GMF, je fais de la pratique hospitalière. Donc, je fais des gardes en médecine générale à l'hôpital Notre-Dame quelques semaines par année où je suis 24/7, tu sais, les gardes hospitalières, t'es sur appel pour les patients que t'as admis à ton nom à l'étage. Fait que c'est les deux grandes parties cliniques de ma pratique actuellement. À ça s'ajoutent différentes implications. Je pense qu'on peut dire, notamment en enseignement à l'Université de Montréal. Je suis co-responsable du cours de pneumo, de respiration, oxygénation. Je connais beaucoup de personnes à travers ce cours-là. J'ai été beaucoup impliqué dans la refonte du programme à l'Université de Montréal aussi dans les dernières années. Fait que ça a été un des projets dans lesquels je me suis impliqué. Puis tout ce qui est médias, balado, j'anime un balado à Radio-Canada. Puis c'est un peu un fruit du hasard, mais c'est une partie de ma pratique que je dédie à la vulgarisation scientifique, qui est finalement une très belle partie de la pratique. Ça diversifie, ça change de la pratique quotidienne avec des patients, puis ça t'amène à réfléchir aussi sur comment tu pratiques, de le voir d'un angle un peu extérieur parfois, d'en parler dans des médias. Puis je suis également président de Choisir avec Soin Québec, un organisme qui vise à accroître la pertinence de ce qu'on fait comme médecin. Donc, c'est principalement ça que je fais actuellement. Beaucoup de choses. Ouais, Beaucoup de choses, oui. D'ailleurs, parlant du balado, là, je voulais juste mentionner que c'est vraiment pertinent. Puis, en l'écoutant, je trouvais que autant pour les étudiants de se rafraîchir la mémoire, puis vous donner des idées de comment l'expliquer aux patients aussi. Fait qu'en tout cas, je vous conseille, si vous pouvez donner le nom, là, c'est... Oui, ça s'appelle Dis-moi docteur. On peut le trouver sur audio à Radio-Canada. Puis, question comme ça, par rapport aux urgences mineures, ça ressemble à quoi? C'est quel type d'urgence que vous allez rencontrer? Oui, ça, c'est très diversifié. La pratique dans nos urgences mineures, ou même dans nos bureaux, la pratique du médecin de famille a énormément changé dans les dernières années où, autrefois, on bookait nos rendez-vous 6 mois d'avance, 1 an d'avance, puis on se ramassait à avoir des gens qui avaient un rendez-vous pris longtemps d'avance pour des problèmes peut-être un peu plus chroniques, et il faut faire le suivi de ces maladies chroniques-là. Mais de fonctionner en accès adapté, donc d'avoir un agenda un peu plus ouvert, de prendre nos rendez-vous à la dernière minute, ça nous donne la flexibilité de voir les patients quand ils ont le plus besoin de nous. Quand ils sont vraiment malades, pour leur éviter une visite à la salle d'urgence. Je pense qu'on fait une énorme différence en pratiquant une médecine
où on est un peu plus accessible pour nos patients. On dit voir le bon professionnel au bon moment avec le bon patient. Ben c'est ça, pratiquer en accès adapté comme médecin de famille. Puis je pense qu'on est quand même très avancé là-dessus au Québec sur revoir la façon de donner les rendez-vous. Puis, c'est ce qui fait qu'on voit des choses très, très, très diversifiées. Parfois, des gens qui se ramassent dans des urgences mineures, que c'est pas tout à fait une urgence, que c'est un rendez-vous plus régulier, que c'est plus un suivi d'une condition déjà connue, mais ça m'est arrivé en bureau de voir des diverticulites aigus que j'ai dû envoyer à l'urgence parce qu'ils étaient un peu instables, des fibrillations auriculaires de nouveau, des patients qui avaient une angine crescendo qu'on a référé à l'hôpital. Fait que, c'est très diversifié. Puis je pense qu'il c'est facile en communauté des fois de se dire ça va être des choses moins aiguës, mais il faut garder vraiment un œil aiguisé. Ouais, exactement, parce que tu peux te faire jouer des tours des fois avec le biais de ton milieu, de dire mais en communauté, ça sera pas ça. Non, si tu es disponible en temps opportun, tu vas voir des gens qui vont venir te voir, qui peut-être devraient être à la salle d'urgence et qui viennent te consulter toi en premier lieu. Fait que tu vois toutes sortes de choses. Ça diversifie énormément la pratique. Moi, j'étais très surpris de cette diversité-là dans la prise en charge des patients, dans les rendez-vous d'urgence mineure. J'avais peut-être un préjugé que ça serait souvent les mêmes choses qu'on verrait, alors que pour faire l'autre pratique en milieu hospitalier, moi, je trouve des fois qu'il y a quasiment plus de diversité dans ce qu'on voit en première ligne. C'est très, très, très diversifié ce que les gens amènent comme raison de consultation. Puis, est-ce que vous diriez que la résidence vous a bien préparé à ça? Je pense que oui. Ouais. C'est court, une résidence de 2 ans pour... on dit qu'il faut connaître un peu tout. Ouais. Puis c'est pas facile d'être outillé pour tous ces champs de pratique-là, mais ultimement, ce qu'on fait dans une résidence en médecine de famille, c'est de te préparer aux choses que tu connais pas. Puis c'est de connaître tes limites, de savoir dans quoi tu es à l'aise, dans quoi tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Tu dis ça, j'en ai pas souvent vu, je vais appeler quelqu'un qui en a vu, que ce soit un collègue plus expérimenté ou quelqu'un d'une autre spécialité. Je pense que ça demande... On nous prépare à avoir une pratique humble, puis à dire, ça, je connais pas ça, ou ça sort de ce que je suis habitué de voir. Il y a quelque chose qui m'achale, je vais aller chercher un peu plus d'aide, ou je vais investiguer un peu plus agressivement. Donc, je pense que la résidence nous prépare très bien à ça, à devenir des praticiens sécuritaires, où on connaît nos limites, on connaît notre expérience, puis ça serait impossible, même si on allongeait la résidence à 10 ans. Il y a tellement de choses qu'on doit couvrir comme médecin de famille qu'on aurait probablement couvert l'essentiel, mais tu as toujours des surprises dans ta pratique. Il y a toujours des choses où tu dis « Ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça ». Mais une chose qu'on développe, c'est notre sens clinique. Puis dire ça, c'est pas comme les autres personnes qui avaient, disons, une épigastralgie. Celle-là est différente. Il y a quelque chose qui m'achale de ce symptôme-là. Puis ça, on apprend vraiment bien à le développer, je crois, comme résident en médecine de famille. C'est rassurant. Ouais. Est-ce qu'après la résidence, vous avez fait, je sais pas, d'autres cours ou des façons de comme garder vos connaissances à jour? Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la formation continue. Moi, j'aime beaucoup aller dans des congrès. Je trouve ça très le fun, de un. Puis il y a un côté très social à ça. Tu vois des collègues que tu n'as pas vus depuis longtemps. Puis c'est le fun d'apprendre. En tout cas, moi j'ai trouvé énormément de plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Dire, je vais intégrer ça dans ma pratique. Toujours essayer de viser à faire mieux, les nouveautés. Fait que moi, j'aime beaucoup la formation continue. Quand j'ai fini ma résidence, moi, j'ai fait 3 mois de prolongation de résidence volontaire en soins d'urgence et en soins critiques. J'ai fait 1 mois en échographie ciblée à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour développer mes compétences en échographie qu'on enseigne maintenant aux résidents en médecine de famille. Puis d'autres stages à l'urgence supplémentaire. Je me voyais initialement faire une partie de ma pratique à l'urgence. Puis finalement, plus je me suis rapproché du jour de l'entrée en pratique, puis c'était comme vrai, c'était là que ça se passait, que dans quelques semaines, quelques mois, je serais le médecin à la salle d'urgence. Plus je me suis rendu compte que ça me faisait peur et que peut-être que c'était pas pour moi. Et finalement, je me voyais enseigner aussi. Donc, j'ai eu une opportunité d'enseigner en GMFU. Fait que j'ai choisi au final de ne pas faire d'urgence puis de plus aller vers l'hospitalisation. Fait que j'ai un petit côté soins critiques, les patients un peu plus instables, mais avec un peu plus de temps pour réfléchir. Moi, j'aime bien prendre le temps de penser. Puis le rythme de l'urgence, c'est un rythme qui n'est pas facile à tenir là, au long terme. Fait que finalement, encore une fois, explorer puis dire « Hey, ça, je pense que c'est pour moi. » Puis je pense qu'il faut s'écouter. Il faut se dire « Ça me parle. Je me sens bien dans cet environnement-là. » Puis moi, l'hospitalisation, je me sentais bien dans ce milieu-là comme en première ligne. Fait qu'au final, ça a fini comme ça. Fait que pour répondre à ta question de base, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Fait que j'ai fait des formations en soins critiques à la fin de ma résidence, puis là, toutes sortes de congrès
chaque année, on a un nombre de crédits à aller chercher pour garder notre certification. Puis, fait que j'essaie de diversifier ça, d'aller chercher toujours des trucs dans plein de domaines différents. Ces congrès, est-ce qu'ils sont en médecine familiale ou vous pouvez, par exemple, faire un congrès en cardiologie? Ouais, tu peux faire des congrès de toutes sortes de sujets. Des fois, je vais me joindre à des congrès qui visent plus certaines spécialités. Okay. Moi, j'aime beaucoup les congrès par et pour les médecins de famille parce que j'ai l'impression on cerne bien c'est quoi mon besoin comme médecin de famille. Puis des fois, dans des congrès en spécialité, ben on va dans des aspects parfois très poussés ou des aspects qui relèvent plus de décisions qu'il faut prendre comme médecin spécialiste que j'ai pas nécessairement à prendre dans ma pratique ou des cas qui relèvent peut-être plus des raretés. Donc moi, j'aime beaucoup les congrès où on vise à faire à couvrir vraiment le sujet en large et à passer d'un sujet, passer de l'endocrino à la cardio pour faire une révision de plein de sujets. Parce que nos patients, quand ils viennent nous consulter, là, ils n'ont pas une étiquette dans le front que ça va être un problème de cardio. Il faut toujours garder... Les patients arrivent avec un symptôme, puis c'est à nous d'arriver au bon diagnostic. Fait que je trouve que des congrès où tu passes d'un sujet à l'autre, c'est pas toujours facile, mais ça reflète tellement bien la réalité de la pratique où tu as un patient qui a un problème cardiovasculaire, mais qui est aussi atteint d'un diabète, qui finalement va te parler d'une dysfonction érectile, qui va te parler que ça affecte son humeur. C'est ça, la médecine de famille. C'est pas de compartimenter les problèmes puis de dire, ben j'ai quelqu'un devant moi qui a tout ça, puis de s'en occuper de façon intégrée. Vas-y. Je vais y aller. Comment ça fonctionne, par exemple, pour le cours d'échographie que vous avez fait? Vous avez dit que ça dure 1 mois. Est-ce qu'il faut appliquer? Y a un processus par rapport à ça? Par rapport, c'est ça, aux 3 mois. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Donc, si vous pouvez expliquer les tâches. Fait que le stage d'échographie d'1 mois, c'est un stage à option à la résidence. Beaucoup pour les résidents en médecine d'urgence spécialisée ou les personnes qui font une 3e année en médecine d'urgence après le programme de médecine de famille. Donc moi, j'avais appliqué à ce stage-là dans le contexte où je faisais comme un début de R3, une prolongation de 3 mois. Puis il y avait une place qui s'était libérée. Je pense que les places sont difficiles à obtenir parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce genre de stage-là, mais j'avais eu la chance de le faire à l'époque. Puis oui, c'est assez simple, en fait, d'obtenir une prolongation de sa formation jusqu'à 3 mois, si ma mémoire est bonne. C'est assez facile à obtenir si on démontre qu'il y a un besoin pédagogique puis que ça répond à une exigence pour l'entrée en pratique. Fait que moi, comme je me voyais faire ce genre de pratique-là, puis le justifier en disant que j'allais être en milieu universitaire, que j'allais pouvoir peut-être l'enseigner éventuellement pour transmettre ces connaissances-là à des résidents, j'ai pu avoir cette prolongation-là, mais... Des fois, on ressent des besoins. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je veux apprendre dans un stage? Qu'est-ce que je veux aller chercher? Fait que des prolongations ou des stages à option, c'est l'occasion de se dire, pourquoi je veux faire un stage là-dedans? Avec quoi je veux quitter ce stage-là comme connaissance? Fait que ça se fait. On peut prolonger. Puis ça, c'est en excluant, bien sûr, tous les programmes plus structurés, les années supplémentaires de formation que les gens peuvent faire, par exemple, en périnatalité, en médecine d'urgence, en médecine des toxicomanies, en médecine sportive, en soins aux personnes âgées, en soins palliatifs. Bref, on voit qu'il y a plusieurs possibilités d'aller approfondir certains champs de pratique si ça nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de choisir avec soin? C'est quoi? J'espérais tellement que quelqu'un poserait cette question-là. Avec plaisir. Moi, choisir avec soin, ça me tient particulièrement à cœur parce que on sait que c'est 30% des tests, des traitements puis des procédures qu'on fait au Canada qui sont inutiles. Moi, ça me fascine ce chiffre-là, de dire que c'est beaucoup. Ouais. Il y a 1 chose sur 3 qu'on fait qui sert potentiellement à rien. Comme, prenons juste un instant, là, puis réfléchissons à si on enlevait ça, ce 30%-là, la capacité qu'on pourrait dégager pour s'occuper des gens les plus malades et qui ont besoin de soins. Oui, parce que c'est en temps aussi. Là. On dirait dans ma tête, j'étais comme de l'argent, mais... Oui, mais c'est exactement ça. Quand on parle de pertinence des soins, souvent... on pense à l'aspect économique. On pense, on va sauver de l'argent ou on essaie de couper des coûts. Puis pour moi, choisir avec soin, la pertinence, c'est juste avant tout donner des soins de qualité aux patients, de les informer des risques et des bénéfices, puis de voir est-ce que ça fit avec ce qu'ils veulent. Puis des fois, ce qui fit avec les valeurs et les préférences de nos patients, c'est pas toujours d'en faire plus. Des fois, c'est d'en faire moins ou de faire différemment. Fait que pour moi, c'est vraiment juste de bien s'aligner avec ce que nos patients veulent, puis de bien les comprendre, puis de ne pas les exposer à des tests inutiles ou à des effets secondaires inutiles, de juste le faire de façon, une médecine plus transparente, une médecine où on discute avec nos patients, puis on prend des décisions en équipe avec nos patients. Fait que c'est ça la pertinence des soins pour moi. Puis oui, tu nommes que c'est du temps.
Puis c'est tellement ça, c'est du temps qu'on met sur des choses inutiles, c'est du temps que je mets pas sur des choses qui peuvent faire une différence pour les patients. Il y avait une étude américaine vraiment intéressante qui avait regardé la pratique d'un médecin de famille moyen aux États-Unis, puis combien d'heures il devrait passer par jour juste pour suivre toutes les lignes directrices. Savez-vous c'est quoi le chiffre? Combien d'heures par jour? C'est 27 heures. Ça rentre pas dans une journée. On n'a même pas dormi, là. On n'a rien fait d'autre que de la médecine, fait que ça rentre pas. Puis il y a énormément de ces recommandations-là qui sont pas solidement appuyées par de la littérature ou par, tu sais, c'est vraiment de l'opinion d'experts, dire on devrait faire ça. Ouais, ok, on devrait, mais pour quelle raison est-ce qu'on devrait faire ça? Fait que ça m'amène à dire, ben, je pense qu'on doit, notre temps est une ressource précieuse aussi, puis il faut l'utiliser sur les bonnes choses. Donc ça me tient énormément à cœur, puis au Québec, je pense qu'on est quand même très avancé dans la réflexion. On a plusieurs actions en cours pour prescrire plus judicieusement, parler de façon plus transparente à nos patients. Fait que c'est des mouvements comme Choisir avec Soin, je pense, qui poussent pour qu'on en fasse plus dans l'éducation médicale, dans la formation continue auprès des médecins, pour qu'on ait un discours qui est un peu cohérent en lien avec l'utilisation judicieuse des tests et des traitements. Vas-y. Qui s'occupe de créer ces guides-là? Les guides de Choisir avec Soin, par exemple. C'est souvent du travail interdisciplinaire. Le Choisir avec Soin est une organisation, donc souvent on va chercher des personnes qui ont une expertise en lien avec un sujet. Je donne un exemple. Dans la dernière année, on a développé une prescription non pharmacologique sur l'insomnie. Parce qu'on sait que les benzodiazépines et les sédatifs, de façon générale, sont surprescrits, puis qu'on ne devrait pas les prescrire dans du chronique. Pourtant, c'est malheureusement le cas. C'est à peu près une personne âgée sur 12 au Canada qui prend une benzodiazépine, de façon régulière. Fait que alors qu'on sait que ça augmente les risques de chute et toutes sortes d'autres complications. Puis on a un collègue de l'Abitibi, on le salue d'ailleurs, qui nous a écrit, qui a dit « Moi, à la salle d'urgence, j'ai pas le temps de faire tout le counseling, puis c'est beaucoup plus facile de prescrire une pilule. » Il s'est dit « Mais ça serait le fun qu'on ait un outil pour nous éviter de faire ça. » Fait qu'on a développé avec cette personne-là, puis on est allé rechercher des experts en sommeil, en psychiatrie, en neuro, pour avoir vraiment un consensus sur qu'est-ce qu'on voulait intégrer dans notre outil. Fait qu'on a développé une prescription non pharmacologique, comme un pad de prescription que tu peux avoir, mais qui est des trucs non pharmacaux à donner aux patients au lieu de prescrire une benzodiazépine. Puis avec des vidéos de psychoéducation pour le sommeil narrées pour que le patient qui a peut-être un faible niveau de littératie, s'il n'est pas capable de lire les recommandations, peut écouter une vidéo qui lui explique comment avoir un meilleur sommeil. Fait que c'est plein de petits projets comme ça. Puis souvent, ça part d'un besoin qui c'est très terrain. Quelqu'un dit « Hey, moi, ça m'aiderait dans ma pratique d'avoir ça. » Puis là, on essaie de saisir ces opportunités-là. On en a fait un autre sur le mal de dos. Fait qu'on a sollicité des collègues en physiothérapie pour nous aider à faire un pad de prescription pour la lombalgie. Fait que on va chercher les bonnes personnes pour développer ces outils-là. Puis c'est un petit monde, la pertinence. C'est souvent les mêmes personnes motivées qu'on retrouve autour de la table. Fait qu'on sollicite souvent des personnes pour nous aider. C'est cool. Est-ce que vous sentez que vous avez comme un réel impact au niveau des praticiens là, qui utilisent ces outils-là? Est-ce que vous voyez des changements dans les différentes pratiques? Je pense que oui. Changer une culture, c'est long. C'est ça l'affaire, c'est que c'est très, très long. Puis historiquement, en médecine, on a toujours eu une culture de en faire plus, c'est mieux pour les patients. Puis changer une culture, ça prend plusieurs décennies pour travailler avec des collègues qui parlent de pertinence des soins depuis 20 ans, 30 ans. Me disent, il y a 20, 30 ans, quand j'en parlais, les gens écoutaient pas ou les gens disaient, mais non, c'est n'importe quoi, ça, la pertinence. Puis on est vraiment ailleurs aujourd'hui. Les gens, on a des congrès entiers dédiés à la pertinence. Très récemment, avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, on a organisé un congrès de 2 jours qui est uniquement sur ce qu'on a appelé la pratique avisée. Fait que la médecine basée sur les données probantes, la réflexion sur le surdiagnostic, l'utilisation judicieuse des ressources. Puis on a eu des centaines de participants. Je veux dire, il y a 20 ans, ça aurait été inespéré de croire qu'on en serait là aujourd'hui. Donc, je pense que la profession est en marche pour mieux faire des choix, mieux prescrire. Puis là, on est vraiment en mode solution. Comment est-ce qu'on passe à l'action actuellement? J'ai l'impression que nous, on en entend beaucoup parler. Là, dans presque chacun de nos cours, je pense qu'on a Choisir avec Soi une petite bulle. Une slide avec comme un fun fact. Là. Quoi faire attention. Puis la formation a changé. Quand j'ai fait ma formation, il y a pas si longtemps que ça quand même, on parlait beaucoup moins de la résistance aux antibiotiques. On parlait beaucoup moins des risques associés aux opioïdes quand on traite la douleur. Puis c'est pas qu'il faut pas prescrire ces molécules-là, mais il faut avoir une réflexion, je pense. Puis
on a un jugement clinique comme médecin, puis je pense qu'il faut nous apprendre à bien l'utiliser pour cerner les bonnes façons de prescrire. On est éduqués à se coordonner aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a des façons que vous faites comme la publicité, justement, de choisir avec soin? Parce que, tu sais, nous, comme Béatrice a dit, on en entend beaucoup parler dans les cours, mais comme pour les vieux médecins, ça fait longtemps qu'ils ont eu leur cours. Est-ce qu'ils sont exposés à ces choses-là? Ben, je pense de plus en plus. On a des conférences entières où on parle de ce sujet-là. Encore une fois, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, des fois, c'est pas un congrès vers lequel auquel il va aller s'inscrire parce que, ben, c'est quoi ça, choisir avec soin? Mais je pense que de façon générale, on en parle de plus en plus. Les gens connaissent ça. On en parle dans des revues de formation continue. Fait qu'on essaye, je pense, de parler de pertinence un peu partout. Puis la pertinence fait partie de la bonne pratique. Tu sais, faut pas juste une fois par année se dire, là, on va parler de pertinence, puis le reste de l'année, on peut être impertinent. C'est pas ça que les gens font. Mais c'est d'essayer d'en parler, tu sais, d'intégrer un peu une réflexion peu importe dans l'activité où on est, que ce soit en éducation médicale ou en formation continue, de dire, d'ailleurs, je vous passe une petite perle sur la pertinence. Attention, quand vous prescrivez ce test-là, il est surtout utile dans tel contexte. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, la pertinence. Ça peut juste être des fois de rappeler, prescrivez pas ce test-là dans tel contexte parce que c'est pas très utile dans ces situations-là. Des fois, c'est juste une petite perle clinique pour amener les gens à utiliser mieux les précieuses ressources qu'on a, qui sont limitées, il faut le rappeler. Je me demandais, là, avec tout ce que vous faites, puis avec la médecine, l'enseignement, la pratique en hôpitaux, comment ça rentre dans une semaine typique? Comme il y a 7 jours dans une semaine. Il y a peut-être un peu de magie. Ouais. C'est ça mon secret, en fait. Honnêtement, c'est dur à répondre parce que ça dépend d'une semaine à l'autre. Il y a des semaines plus chargées que d'autres. Travailler en équipe, ça aide énormément. J'ai l'impression, là, je parle de choisir avec soin parce que c'est un sujet qui m'allume énormément, mais quand on est plusieurs à travailler dans un même objectif, puis on se passe la POC, on se dit, j'ai fait un premier jet, donne-nous un coup d'œil, je suis vraiment choyé, je suis entouré de collègues passionnés comme moi, puis c'est vraiment, ça rend ça facile. Je peux pas dire que j'en souffre, c'est les heures que je mets, puis quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on compte beaucoup moins les heures de travail. Après, il faut mettre des limites. C'est important d'avoir une vie à l'extérieur du travail, mais moi, je le sens jamais comme une souffrance du nombre d'heures que je mets. Puis, on dirait que ça marche. Je pourrais pas dire comment je fais pour y arriver, mais ça rentre. Puis, une petite réunion par-ci. OK, on se fait une petite rencontre Zoom pour travailler un guide, 30 minutes à la fin d'une journée. Ça rentre. Puis, on dirait qu'on compte pas les heures quand on aime ce qu'on fait, puis vraiment choyé. Moi, je me lève les matins, puis je me dis, je fais le plus beau travail du monde. Fait que ça m'aide à pas le voir comment je compte les heures, parce que moi aussi, des fois, je regarde ça, je dis, comment est-ce que je vais faire pour rentrer tout ça? Puis ça rentre. Puis avec un nombre d'heures de sommeil adéquat. Ça me sonne quand même comme de la magie, là. Ça représente comme combien d'heures par semaine, même si vous dites que vous comptez pas, là, environ? La pratique, au total? C'est une bonne question. Ben, c'est sûr que les semaines où tu as des gardes hospitalières, c'est plus d'heures. T'es là tôt le matin, tu sors assez tard le soir, tu te fais interrompre chez toi pour des appels. Une semaine moyenne, je compte tellement pas mes heures que... D'habitude, mes journées en semaine commencent à 8 heures. Je commence à travailler à 8 heures, puis vers 6 heures... entre 5 et 6, ma journée se termine. Puis, j'essaie de limiter le nombre de réunions de soir par semaine. Mais je dirais un soir par semaine, il y a une réunion en lien avec un projet que je fais. Mais ça, je me fais ça en moi-même. Là. C'est moi qui choisis c'est pas du travail, là, c'est de l'implication à l'extérieur du travail. Fait que je dirais avec ça, nombre d'heures. Mais ça me donne une bonne idée. Là, ouais. Puis la fin de semaine, quand il y a des gardes, ça se rajoute, mais la plupart du temps, la fin de semaine, c'est quelque chose que j'essaie de protéger pour du temps à l'extérieur du travail. À quelle fréquence vous avez des gardes la fin de semaine? Ça dépend de comment tu t'impliques dans une équipe hospitalière. Dans mon cas, dans les dernières années, ça a énormément réduit parce que je fais plus d'enseignement, je participe à d'autres projets, fait que j'ai pu laisser la place à des collègues qui voulaient faire plus de gardes. Typiquement, quand tu es sur une équipe de garde hospitalière, je dirais que les gardes reviennent une fois par 6 semaines. C'est comme un chiffre qui revient assez souvent dans les équipes. 1 sur 6, c'est quand même assez commun. Surtout si tu fais une pratique mixte d'hôpital puis de première ligne. 1 sur 6,
je pense que ça ressemble à un chiffre à peu près là, auquel on peut s'attendre. Puis il y a des personnes qui font beaucoup plus de gardes, mais moins de pratiques en communauté. Donc là, les gardes reviennent plus souvent. 1 sur 6, je pense que c'est un bon chiffre. Puis les fins de semaine, comme le 100 rendez-vous, nous, on est 30 médecins à peu près dans mon équipe. Puis on se couvre. On est ouvert tous les jours de l'année. On a un 100 rendez-vous tous les jours de l'année qui est ouvert, sauf 2 dates dans l'année. Fait que ça revient à comme une fin de semaine sur... Tu fais peut-être 2-3 fins de semaine par année. En 100 rendez-vous, on a à couvrir. Fait que c'est pas tant que ça en termes de nombre. Au niveau des semaines d'hospitalisation, vous avez dit quelques fois par année, ça ressemble à quoi? Oui, je dirais 1 sur 6. Une au mois et demi. C'est une fréquence qui ressemble à ça. Ouais. Puis en changeant de sujet, vous avez parlé tantôt que vous adorez votre pratique. C'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Wow! Mais j'aime vraiment tout de ma pratique, pour être honnête. Je pense que je suis au bon endroit. J'aime les soins aux patients, j'aime l'enseignement. Fait que je pense de pouvoir faire un peu de tout ça. La diversité de la pratique est vraiment très stimulante. Puis moi, j'aime les défis. Fait que je pense que j'ai beaucoup de plaisir à travers ces défis-là. Mais les soins aux patients, c'est la relation qu'on développe avec nos patients comme médecin de famille, c'est extrêmement puissant. Puis c'est dur à comprendre tant qu'on n'a pas été dans cette chaise-là. Puis moi, comme résident, je me rappelle, j'avais des patients dont j'étais responsable. Puis il y a quelque chose qui change. Là. Du jour où tu n'es plus le résident qui s'occupe des patients, mais tu es le médecin de famille, il y a quelque chose qui change dans la dynamique. Les gens tiennent énormément à leur médecin de famille. En tout cas, dans mon expérience, moi, je prends soin des gens, mais j'ai l'impression que mes patients prennent soin de moi aussi. Le nombre de patients qui quittent mon bureau, ils disent là, vous allez bien parce qu'on ne veut pas vous perdre. Là. Puis, les gens s'inquiètent de notre santé, ils veulent qu'on aille bien, ils veulent apprendre à nous connaître. C'est vraiment spécial comme lien. J'ai rencontré des patients avec les années qui se faisaient prescrire des médicaments en spécialité. Puis je pense que c'est un classique. Tous les médecins de famille ont ce genre d'histoire-là, qu'un patient a été hospitalisé puis s'est fait prescrire plein de nouveaux médicaments, puis qu'il les a pas commencés parce qu'il voulait en parler à son médecin de famille avant de commencer. Puis moi, ça m'arrive quand même assez souvent que les gens veulent mon avis sur quelque chose avant de commencer un nouveau traitement. Puis fait que je pense qu'il y a une relation de confiance très, très forte qui s'installe avec les années. Puis c'est une relation qui change avec le temps aussi. Il y a comme j'ai pas un meilleur terme en français, mais il y a comme un engagement, tu sais, quand même à dire, je vais m'occuper de patients, je vais devenir leur médecin de famille. Mais il y a quelque chose de très beau à travers ça aussi qui se développe avec les années. Là, j'atteins le 10 ans de pratique bientôt, puis c'est un peu... c'est impressionnant la qualité de ce lien-là. J'ai plein d'histoires de patients à laquelle je peux penser que ça m'a ému profondément comment... J'ai appris à travers ces relations-là également. Autant j'ai pu aider des gens, je sens que moi aussi, j'ai grandi comme personne à travers ces relations-là. C'est une question niaiseuse, là, mais vous bâtissez justement des contacts comme ça, des connexions comme ça avec plein de patients. Est-ce que ça prend une bonne mémoire des gens? Comment vous faites? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, en plus, quand j'ai des externes en stage avec moi, ils disent « Mais comment vous faites pour vous rappeler tout ça, les histoires de vie de nos patients? » Parce que souvent, tu présentes tes patients dans ta demi-journée. Quand j'ai un externe avec moi, je vais souvent dire « Ah, telle personne, ça, c'est un peu son histoire. Va probablement me parler de telle affaire. Puis les externes me disent souvent « OK, mais comment vous faites pour vous rappeler ça? Vous regardez même pas votre écran puis vous en souvenez. » Puis, encore une fois, je pense que c'est un classique de la médecine de famille. C'est quand les patients nous racontent une histoire, on dirait que c'est plus facile de s'en rappeler que juste apprendre des faits par cœur. Puis on connaît l'histoire de vie de nos patients. Puis à des degrés variables, je veux dire, il y a des patients que j'ai rencontrés que je connais très peu de leur vie personnelle, comme il y en a d'autres que je connais énormément d'aspects de leur vie. Puis on dirait que ça vient naturellement. Après, j'ai des trucs, fait que je me prends des petites notes dans mon dossier électronique, fait des petits pop-up. Fait que là, des fois, quand je dis comment ça va dans votre entreprise, vous êtes à votre compte, les gens sont étonnés, ils disent vous vous rappelez de ça? Mais j'ai des petits trucs quand même pour m'aider à me rappeler de certains détails ou les noms des membres de la famille. Les gens j'ai pris cette habitude-là d'une collègue qui notait le chien et le nom du chien dans son dossier. Puis moi, j'ai dit comment va votre chien? Puis là, les gens sont surpris qu'ils me rappellent qu'ils ont un chien, mais c'est des petites attentions comme ça qui font que les gens se sentent presque comme si c'était un membre de la famille quand ils viennent te consulter. Ils sont plus ouverts
à parler après, Ouais. j'imagine. Oui, ça crée vraiment un climat. Puis, tu sais, dire, au lieu de dire, ben, votre conjoint, comment va, tu sais, telle personne, ce qu'on le nomme, ben, ça crée un climat plus intime, Ouais. plus chaleureux. Est-ce qu'il y a quelque chose de la médecine familiale que vous aimez un peu moins? Ben, je pense qu'on peut pas ne pas parler. Je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce. Il faut parler de la lourdeur administrative. Je pense qu'on peut pas ne pas en parler. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Je pense que c'est une réalité. Tu sais, on s'attend des médecins de famille d'être très disponibles, mais aussi il y a énormément de responsabilités sur nos épaules, entre autres des responsabilités plus administratives, parfois, de remplir des formulaires. C'est la partie que j'aime le moins. Moi, j'ai trouvé la façon de m'adapter à ça, c'est de juste le faire au fur et à mesure pour pas avoir des piles de dossiers ou des piles de formulaires à faire le vendredi après-midi. Moi, je prends un petit 15 minutes par-ci, par-là pour jamais avoir de piles de paperasse à gérer parce que ça me fait peur quand j'ai une pile de paperasse. Fait que je pense qu'on trouve chacun nos trucs. Il y a des gens qui vont dire, ben, je vais bloquer un temps dans mon horaire. Je pense que c'est important juste d'être conscient qu'il y a une lourdeur à ça, puis de trouver des trucs pour que ça soit le moins lourd possible dans notre pratique, se donner les bons outils, les outils informatiques pour que ça soit plus efficace. Je suis quand même très chanceux, j'ai un dossier électronique qui me permet de garder une copie d'un formulaire au dossier, puis si j'ai besoin de le mettre à jour, ben j'ai juste à changer la date. Fait que ça aide. On trouve des trucs pour optimiser notre gestion de la paperasse, puis la techno pour ça est de notre côté parfois pour nous aider. Ouais, c'est la partie que j'aime le moins. Puis peut-être l'autre aspect, le climat politique, moi, c'est quelque chose que je trouve... Je mets énormément d'heures puis d'énergie pour faire des bons soins aux patients, puis je trouve ça décourageant des fois d'entendre des propos très réducteurs sur le travail des médecins de famille. Fait que ça, c'est quelque chose qui, moi, me pèse quand j'entends ça. Puis je pense que ça pèse aussi à la relève de se dire, je vais aller dans une spécialité où on parle pas positivement des médecins de cette spécialité-là. Fait que je pense qu'il y a énormément de dommages qui est fait à notre spécialité par, malheureusement, la politique. Mais pour reprendre les propos d'une de mes collègues sages et d'expérience, elle a dit à un moment donné, les politiciens, ils viennent puis ils partent. Nous, on est toujours là. Puis ça, j'ai trouvé ça très sage. Puis elle, dit, tu sais, elle a dit, en 40 ans de carrière, j'en ai vu des politiciens dire toutes sortes de choses sur les médecins de famille. Mais au final, 40 ans plus tard, moi, je suis encore là. Tu sais, c'est beau hein, de se dire qu'il y a des tempêtes, mais on continue. L'objectif, c'est de soigner les patients puis se recentrer sur qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, les soins aux patients. C'est ça qui est énergisant. Fait que je pense que ça aide de juste... dire, je vais bloquer ça, je vais pas aller sur Facebook aujourd'hui ou aller lire les titres des journaux. Je vais choisir de pas lire un article pour ma santé mentale. Je pense que ça, c'est aussi des choix qu'on fait pour passer à travers ces tempêtes-là. Au final, votre travail, c'est pour les patients, puis vous sentez quand même une bonne valorisation des patients. Je pense que c'est ce qui compte aussi. Là. Énormément. Puis, pour de vrai, les patients, des fois, vont nous dire c'est rare qu'on a des moments où on a une grosse déclaration, mais ça arrive des fois des patients qui me disent « Vous en êtes pas rendu compte, là, mais quand vous avez fait ça pour moi, ça a changé ma vie ou ça a vraiment eu un grand impact, puis je vous remercie. » C'est quand même très émouvant, moi, je trouve, de se faire dire ça. C'est très puissant. Puis des fois, c'est juste le merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je sais que vous ne pouvez rien faire pour ça, mais ça m'a fait du bien de vous en parler puis de vous dire comment je me sens. Puis comme, OK, ma validation vient pas juste de ce que je prescris comme examen, mais elle vient de la relation que je développe avec mes patients. Oui, de la personne que vous êtes en tant que médecin de famille. Oui, exact. On est notre meilleur outil diagnostique et thérapeutique comme médecin. Le suivi, la relation qu'on développe, elle est thérapeutique en soi. C'est cliché à dire, mais c'est vrai. Puis plus ça va dans le temps, plus je me rends compte que je pense que la confiance puis la relation que je développe avec mes patients, elle est beaucoup plus utile que des fois certaines choses que je prescris comme test ou comme traitement. Ça peut faire plus de bien. Oui, vraiment, vraiment. Comment vous gérez justement le temps des rencontres avec les patients? Justement, il y a des patients qui ont plus besoin de parler. Il y en a que dans un horaire, ça doit être difficile parfois de garder le cap. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est comme un apprentissage aussi, c'est la gestion du temps. Parce qu'on apprend à l'extérieur à faire des consultations, puis tu peux prendre le temps que tu as besoin quand tu es prêt à arriver avec ton superviseur. Tu appelles ton superviseur. Le patient est dans une civière à l'urgence. Fait que, il y a nulle part autre où aller, entre guillemets. C'est un peu différent en ambulatoire quand les patients viennent puis ils veulent retourner au travail après. Il faut qu'ils aillent à la garderie chercher les enfants. Ça demande une petite gestion de temps, puis tu veux pas avoir une salle d'attente pleine de patients qui attendent pour toi. Moi, je suis quand même assez fier je suis pas mal à l'heure d'habitude. Généralement, les patients le savent. Puis
je pense que c'est de le nommer. Dire au patient, ben on a tant de temps ensemble aujourd'hui. Puis au début, c'est un apprentissage de part et d'autre, je pense, nous, de nommer notre temps puis de gérer notre temps, mais aussi pour un patient, de dire, ben faut que j'arrive un peu préparé à ma rencontre. Je dis, OK, vous aviez 12 choses à discuter aujourd'hui. J'exagère peut-être 12, mais j'avais, tu sais, les petites listes d'épicerie. Je pense que ça aide aussi. Puis on trouve des bons mots pour le dire. Exemple, en début de pratique, je me rappelais, les gens m'expliquaient leurs problèmes un à suite de l'autre. Puis là, je leur demande, je peux-tu voir votre liste, les sujets dont vous voulez parler? Puis là, je vois des sujets, comme ça va être long. Fait que je peux un peu m'adapter dans comment je vais évaluer, ou même des fois, carrément dire, écoutez, vous avez beaucoup de sujets, puis il y en a une couple qui ont l'air compliqués. Ça se pourrait qu'on n'ait pas le temps de tout discuter aujourd'hui, fait que vous allez devoir reprendre un autre rendez-vous pour faire ça, parce que le temps que j'ai avec mes patients est le même pour tout le monde. Fait que ça se peut que j'ai besoin de 2 ou 3 rendez-vous pour passer à travers votre liste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on priorise aujourd'hui? Puis des fois, ça aide à... Il y a des choses qui sont peut-être pas si urgentes que ça, puis des fois, ça se règle tout seul. Fait que il y a un apprentissage à la gestion du temps, ça c'est clair. Est-ce que ça cause la frustration des patients qui reviennent ou sont juste comme c'est normal? Mais encore une fois, je pense qu'il y a un apprentissage, puis les patients savent maintenant que quand ils ont des sujets complexes à discuter, ça se pourrait que j'ai besoin de plus de temps pour l'évaluer. Puis même quand il y a une raison de consultation, des fois, c'est une raison de consultation qui est très longue à explorer. Exemple, quelqu'un qui dit qu'il a de la difficulté à se concentrer, c'est très facile de dire je vais prescrire un médicament pour la concentration, par exemple pour le TDAH, mais bien évaluer l'attention, bien faire l'historique de comment c'était en enfance, bien faire un bon diagnostic, ça prend du temps. Fait que ça se pourrait... Moi, des fois, je nomme... Encore une fois, je pense la transparence, ça aide beaucoup de dire est-ce que c'était dans vos attentes aujourd'hui de partir, par exemple, avec une prescription ou même encore mieux, c'était quoi votre attente en venant me consulter? À quoi vous vous attendiez en me parlant de ça? Juste de le nommer, de dire, ben, je pense pas que je vais être en mesure de vous prescrire quelque chose. Par contre, on va commencer l'évaluation ensemble. Puis j'aurai probablement besoin d'un deuxième rendez-vous pour revenir sur certaines questions avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans mon expérience, quand c'est nommé comme ça de façon bienveillante, puis surtout de mettre l'accent sur le fait que c'est pas parce que je veux être paresseux, c'est que je veux faire du bon travail, puis je veux vous donner le bon diagnostic, je veux vous donner le bon traitement, puis ça va me prendre un peu plus de temps. C'est compliqué ce que vous m'amenez là comme raison de consultation, ça prend de l'attention. Fait que mon expérience, c'est que ça se passe bien. J'ai rarement eu c'est des anecdotes, là, des fois, des patients que ça a été plus difficile, qui ont dit ben j'ai pas le temps de revenir pour un autre rendez-vous. Là, les gens comprennent que tu peux pas faire en 20 minutes quelque chose qui prend 1 heure. Ça prend du temps. Au début du podcast, vous avez parlé de votre hésitation là, au CARMS par rapport à médecine familiale, psychiatrie. Après 10 ans de pratique, est-ce que... Bon, j'imagine que vous êtes satisfait là, de votre choix, mais pour les gens qui écoutent, est-ce que vous auriez des trucs pour justement les aider à choisir la médecine familiale plus qu'une certaine spécialité ou comme les aider dans ce choix-là? Oui, plein de trucs. Effectivement, moi, je l'ai jamais regretté. J'ai toujours été très heureux de mon choix. Puis je me dis, si j'avais fait l'inverse, où je serais aujourd'hui? Je pense qu'il faut reconnaître qu'on peut être heureux dans plein de choses. Je pense que des fois, on se fait une idée que comment ça va être, on idéalise comment une pratique va être. Puis je pense qu'il faut juste se donner la chance de dire, ben, on est vraiment chanceux de faire ce qu'on fait comme métier, comme médecin, puis de dire, ben, peu importe dans où on s'en va, on va pouvoir, tu sais, l'essentiel, quand on a voulu rentrer en médecine, je pense que pas mal tout le monde avait la même réflexion, c'est je vais pouvoir aider des gens. Puis on peut faire ça dans toutes les spécialités. Fait que je pense que c'est juste de se garder en tête puis dire comment est-ce que je vais être heureux ou comment je vais trouver mon bonheur dans ça. Je pense que c'est se dire que c'est possible, je pense que ça peut aider à déstresser, à dédramatiser, puis se donner la chance de dire ben, peut-être que je vais adorer ça. Moi, une des réflexions qui a fait que j'ai été en médecine de famille, quand j'ai dû faire ce ranking-là, que j'ai fait du back and forth plusieurs fois entre mon ranking, ça a été mon stage d'externat en médecine de famille, que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, je l'ai fait au CLSC des Faubourgs. Je suis retourné là comme résident, puis là, j'enseigne là. Fait que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'équipe et le milieu. Mais ultimement, ce qui a fait que j'ai choisi ça, c'est que c'est en médecine de famille que je me suis senti le plus authentique, puis que je sentais que j'étais moi-même. Puis avec les collègues, avec les patients, que je sentais que j'avais pas comme un masque de médecin. J'étais moi. Avec les patients. J'avais pas besoin de l'impression de jouer un rôle. Je trouvais que c'était plus naturel ou plus authentique. Puis j'ai pas de bons mots pour décrire ça, mais moi, je me suis senti moi-même, je me suis senti à ma place dans une équipe de médecine de famille. Fait que d'être sensible à ça, de dire comment je me sens en ce moment, est-ce que je me sens bien dans cet environnement-là, puis pourquoi je me sens bien. Je pense que ça peut aider énormément à dire ben, pourquoi on veut choisir telle spécialité ou une autre. Ce serait mon conseil.
De vraiment s'écouter, là, au final. De s'écouter. Ouais. Ouais. Vous avez dit tantôt que des fois, vous avez des externes qui vous suivent pendant des journées. C'est quoi des conseils que vous donneriez aux externes avant leur stage en médecine familiale ou même pendant? Pour être des bons externes. Ouais, non, c'est une bonne question. Ben, c'est vrai en plus que, tu sais, des stages où c'est peut-être un peu plus ciblé, puis tu peux te préparer à ton stage, tu peux relire quelques trucs pour vraiment profiter au maximum de ton stage. C'est un peu plus difficile en médecine de famille de comme dire, je vais lire mon chapitre de médecine familiale avant d'aller faire mon stage pour être vraiment profiter pleinement de mon exposition clinique. Moi, je dirais de lire sur ces cas au fur et à mesure, puis de saisir les opportunités d'apprentissage. Puis je pense que c'est valide pour tous les stages. C'est-à-dire, je vais utiliser au quotidien des petites 15 minutes d'ouvrir up-to-date, des trucs comme ça pour aller lire. Je pense que ça, c'est une bonne façon d'en profiter. Peut-être de se dire, pour quelqu'un qui se dirait que son choix est déjà fait vers une autre spécialité, de se dire, ben, comment est-ce que ça peut m'être utile comme spécialiste de mieux comprendre ce que le médecin de famille vit. Puis je pense des fois de juste dire, ce stage-là va m'aider à comprendre avec quoi on compose, comment un patient arrive avec un symptôme qui est parfois pas très bien défini ou qui est pas typique, parce que souvent on voit des présentations très atypiques. Puis de garder un peu ce respect-là pour l'expertise, de dire, c'est toujours facile en rétrospective de dire, ah ben oui, c'était ça le diagnostic. De dire, mais rappelle-toi, c'était comment quand le patient est arrivé, que c'était pas clair, on n'avait pas encore accès à tous les résultats de test. Fait que de garder ce respect-là puis cette collégialité-là avec les équipes en première ligne, je pense que ça, c'est un apprentissage pour tout le monde. Puis je dirais, essayez de saisir pourquoi c'est le fun. Tu sais, dans le sens de demander au superviseur, dire qu'est-ce que vous aimez de votre travail, puis d'essayer de s'imprégner un peu de ce bonheur-là qu'on peut avoir en première ligne. Parce que je pense qu'il y a énormément de joie qu'on peut avoir comme médecin de famille, puis d'essayer d'aller capturer un peu ça. C'est des bons conseils. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la médecine familiale dans les prochaines années? Peut-être plus de moyens pour accomplir ce qu'on doit faire. On a un travail qui n'est pas facile, puis on manque parfois de ressources. Puis je parle de ressources matérielles, mais je parle surtout de ressources humaines. Fait que je donne l'exemple. Dans un monde idéal, on aurait beaucoup plus d'infirmières, de professionnels à qui on travaille pour pouvoir être là puis utiliser notre expertise pour les cas où ça fait vraiment une différence, puis d'être le bon intervenant avec le bon patient au bon moment. Fait que je nous souhaite qu'on reconnaisse l'importance de bien outiller les milieux de première ligne en ressources pour faire leur travail, parce qu'on fait un travail qui n'est pas facile. Puis le réflexe, souvent, la pandémie nous l'a montré. On peut comprendre qu'il y avait un sentiment d'urgence, mais ça a été de dire, ben la première ligne, c'est moins important. On va aller tout prendre le personnel, puis on va les mettre dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a le feu est pogné. Fait que souvent, je pense que le réflexe, c'est de dire que la première ligne, il y a moins le sentiment d'urgence. Alors qu'à un moment donné, il faut arrêter et il faut se dire, si on veut créer une population en santé, il faut qu'on commence avec une première ligne forte. Puis les systèmes de santé qui performent bien dans le monde l'ont bien compris. En donnant les outils nécessaires aux équipes de première ligne, on fait des grandes choses. Puis il y avait des études, là, j'ai pas le chiffre pris en tête, mais pour chaque médecin de famille qu'on ajoute dans une communauté, on augmente l'espérance de vie. T'sais, on améliore les déterminants de santé d'une population de façon assez impressionnante. Fait que je pense que je nous souhaite, comme profession, que nos politiciens comprennent ça, puis qu'on choisisse, qu'on ait les mêmes priorités, qu'on ait des priorités alignées, puis de reconnaître qu'il y a une valeur au travail du médecin de famille dans une société. Parfait. Bon, ben, je pense que c'est ce qui met fin au podcast. Merci beaucoup d'avoir participé puis d'avoir partagé tout ça avec nous. Là. C'était vraiment intéressant. Merci de l'invitation. Merci. Puis merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin.